Philippe Bertherotière, pardon, j'ai peut-être mal prononcé votre nom dans le sommaire. Vous êtes PDG de GTT pour Gas Transport and Technigaz, c'est ça? C'est ça. C'est un groupe d'ingénierie navale qui est spécialisé dans le transport et le stockage du gaz naturel liquéfié. Et donc, je disais, votre entreprise vient a décidé d'investir dans l'hydrogène vert. On va peut-être rappeler déjà ce qu'on appelle l'hydrogène vert. Alors l'hydrogène vert, c'est l'hydrogène qui est produit à partir d'électricité verte, c'est-à-dire l'électricité des éoliennes, l'électricité des panneaux solaires. Voilà, c'est ça. Décarboné, renouvelable. Alors pourquoi pensez-vous que cet hydrogène vert sera l'énergie du futur ? Il est clair qu'aujourd'hui, il faut absolument réduire nos émissions de CO2 et le développement extrêmement rapide des éoliennes, de l'électricité verte en général, nous montre que nous avons un potentiel là de génération d'hydrogène extrêmement important. Le problème de ces électricités, c'est qu'elle est intermittente. Donc, un bon moyen de pallier cette intermittence, c'est de transformer cette électricité quand le réseau n'en a pas vraiment besoin, que vous avez du vent et que vous avez du soleil, de la transformer en hydrogène. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez la stocker et vous en servir au moment où vous n'avez pas de vent ou de soleil pour produire de l'électricité. Et cet hydrogène vert sera l'énergie du futur, qu'importe le secteur ? Alors aujourd'hui, tous les secteurs semblent être extrêmement intéressés par l'hydrogène. Alors, en tant qu'acteur de l'hydrogène, ça nous fascine. Je pense que tout ça va prendre beaucoup de temps quand même. Il faudrait des productions énormes d'électricité verte pour pouvoir produire l'hydrogène vert pour satisfaire l'ensemble de ses besoins. Mais on voit c'est un problème de stockage alors, plutôt que d'un problème de disponibilité, parce que du vent et du soleil, on en a sur Terre. On en a, mais c'est quand même un problème d'investissement, parce qu'il faut beaucoup d'éoliennes, il faut beaucoup de centrales solaires, et puis derrière, il faut beaucoup d'électrolyseurs de très grande capacité pour produire toute cette hydrogène. Et dont le bilan carbone, d'ailleurs, est souvent discuté. Hein. Alors souvent discuté sur les éoliennes, surtout sur les centrales solaires. Sur les électrolyseurs, non, pas aujourd'hui. Autant l'hydrogène que l'on utilise aujourd'hui est un hydrogène qui produit énormément de CO2. Il faut voir qu'aujourd'hui, pour une tonne d'hydrogène, on produit 7 tonnes de CO2. Et donc, il faut absolument remplacer cet hydrogène gris qui existe aujourd'hui par un hydrogène vert. Donc là, il y a un marché évident. Mais on discute comme toujours. Il y a des débats sur l'électricité renouvelable. Et effectivement, il y a quelques questions sur les panneaux solaires en particulier. Alors, pour vous lancer, vous avez fait l'acquisition d'une société, Areva H de Gênes. Pourquoi ? Parce que la fabrication d'électrolyseurs requiert un savoir-faire très particulier et complexe ? Oui, c'est très technologique en fait, en particulier les électrolyseurs, la technologie que nous utilisons, qui est plutôt plus efficace que les autres et surtout plus propre. Cette technologie est extrêmement sensible. Et en fait, le métier de GTT, c'est de pouvoir développer des technologies très, très sensibles. C'est ce que nous avons fait sur les technologies de cuve pour le GNL, au point qu'aujourd'hui, nous sommes l'acteur... GNL, gaz naturel liquéfié. Voilà. À moins 163 degrés, c'est très froid, il faut le garder à cette température. Et alors, expliquez-nous comment le schéma de fonctionnement des électrolyseurs. En un mot, eh bien, écoutez, vous faites passer un champ électrique extrêmement fort dans une structure métallique et ce champ, elle est avec de l'eau, une eau très pure, et ce champ électrique permet de dissocier les atomes d'hydrogène et les atomes d'oxygène qui forment l'eau, H2O, et donc vous pouvez récupérer l'hydrogène en se faisant sous forme gazeuse, et puis vous le compressez et vous avez de l'hydrogène gazeux que vous pouvez stocker. Dans des bonbonnes ? Dans des bonbonnes. Et alors, quelle est la complexité technologique ? Parce que là, comme vous le racontez, on se dit, bon, ça ne doit pas être justement si rare de trouver des entreprises capables de faire ça. Non, c'est assez compliqué, c'est très compliqué même. Et surtout, ce qui est très compliqué... Parce que c'est dangereux ? C'est la dangerosité ? C'est éventuellement dangereux, mais ça se maîtrise. C'est surtout obtenir l'efficacité
qui va bien. Et pour arriver à cette efficacité, eh bien, il faut répondre à toute une série de problèmes techniques, d'enjeux, de l'efficacité, c'est un problème de coût ? Problème de coût, exactement. Pouvoir sortir cet hydrogène à un coût très intéressant. Donc, il faut que votre électrolyseur soit très performant. Et donc là, il faut que vous répondiez à beaucoup de défis techniques. Et alors, pour votre activité plus particulièrement, donc vous êtes dans l'industrie navale, comment vous imaginez l'utilisation de cet hydrogène vert ? Alors, on peut imaginer que des bateaux vont utiliser l'hydrogène, aujourd'hui sous forme gazeuse. Une propulsion uniquement à l'hydrogène. Propulsion à l'hydrogène. Il commence à y avoir des projets de bateaux qui sont propulsés à l'hydrogène. On peut imaginer ça près des côtes, parce que l'hydrogène, en fait, a la particularité de prendre beaucoup de volume. Donc, un bateau, c'est fait pour transporter des marchandises ou des personnes. Il ne faut pas que le carburant prenne trop de place. Et donc, eh bien, il faut que le réservoir reste petit, donc c'est pour des petits trajets. Ça, on peut assez bien l'imaginer. Pour les bateaux de haute mer, pour l'instant, on ne voit pas vraiment quelle est la solution. Il faudrait qu'on liquéfie cet hydrogène, c'est-à-dire qu'on descende à moins 250 degrés. On est très près du zéro absolu. C'est extrêmement froid. C'est quelque chose de très, très compliqué. Donc, on ne voit pas ça de sitôt. Au passage, c'est-à-dire, vous imaginez quoi comme échéance ? C'est une dizaine d'années ? Non. C'est la deuxième moitié du XXIe siècle. Ok. Et aujourd'hui, il y a un véhicule en France qui fonctionne à l'hydrogène liquide. C'est la fusée Ariane. Donc ça vous donne l'idée de la complexité de ces technologies. Les Américains ont l'habitude d'utiliser le terme rocket science, et c'est exactement ça, c'est la science des fusées. Et donc pour faire partir des bateaux au jour le jour, en haute mer, avec des réservoirs d'hydrogène liquide, ça va demander un peu de temps. Et vous, votre spécialité, c'est justement le gaz naturel liquéfié. Oui. Alors, on est un peu moins froid, on est à moins 163 degrés. On connaît, mais descendre 100 degrés et plus bas, c'est une autre dimension technique. Et puis, l'hydrogène en lui-même a des problématiques particulières. Il est extrêmement volatile. Donc, il faut pouvoir appréhender ça. On va travailler là-dessus. On travaille là-dessus, d'ailleurs. Mais il va nous falloir quelques temps avant de pouvoir espérer que les bateaux de haute mer vont pouvoir fonctionner à l'hydrogène liquide. La principale explication alors au fait qu'on mette autant de temps à trouver des énergies alternatives aux énergies carbonées, c'est le coût aujourd'hui. C'est le coût, c'est la recherche et le développement. Oui, le coût, il faut voir qu'il y a, si je vous parle d'hydrogène ou de nouveaux carburants pour le monde maritime, par exemple, le monde maritime, c'est 2%, 2,5% des émissions de CO2. C'est pas énorme, en fait. C'est autant que la production d'hydrogène gris, l'hydrogène qu'on utilise aujourd'hui. Toute proportion gardée, ça montre que c'est relativement peu. On a d'autres solutions, mais qui peuvent coûter 8 fois ou 10 fois plus cher que ces solutions-là. Et donc, ça veut dire que les marchandises transportées vont coûter plus cher. Ça veut dire aussi qu'éventuellement, le transport maritime, qui finalement est peu émetteur de CO2, va être disrupté par d'autres moyens de transport. Peut-être que le train va permettre de transporter des marchandises. Donc ça pourrait déstabiliser toute une économie. Très déstabilisant, oui. Merci beaucoup Philippe Bertherotière, PDG de GTT. Nous, c'est l'heure de notre débat sur l'ergonomie de nos outils de travail.